Posée à cheval sur le Danube, au cœur de l'Europe centrale, Budapest est une des plus belles villes d'Europe. On la surnomme la perle du Danube. Hommage à son architecture spectaculaire et surtout à cette particularité qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ces fameux bains en plein air, une tradition millénaire. Dans la ville, on en compte plus d'une centaine. Et voici le plus célèbre d'entre eux, ce palais néo-baroque de 6000 mètres carrés, le Széchenyi. Construit au début du XXe siècle, il abrite pas moins de 21 bassins, alimentés par les sources thermales de la ville. Les visiteurs s'immergent toute l'année dans une eau à 29 degrés. C'est incroyable, il y a tellement de piscines différentes, avec des températures différentes. Il y a une bonne énergie et en plus, l'architecture est magnifique. On a l'impression de se retrouver à l'Antiquité, les petits bassins avec des moulures et tout au plafond. C'est quand même assez sympa. De l'autre côté du Danube, à Buda, une autre institution, le Gellert. Construit en 1918 dans un style art déco, ces termes attirent les touristes, mais surtout des locaux. Ici, c'est un bain vraiment très élégant. C'est pour ça qu'on est venu. Ce mélange de tradition et d'élégance. En tout, 13 piscines extérieures et intérieures. Cette eau, riche en minéraux, calcium et magnésium, aurait des vertus médicinales. C'est pour cela que certains habitants de Budapest y viennent même tous les jours. La première fois que je suis venu, c'était en 1985. C'est mon médecin qui me l'a conseillé. Grâce à cette eau, je suis en pleine forme. 20 minutes dans l'eau à 36 degrés, puis 5 minutes dans celle à 40, c'est excellent pour la santé. Mais à la nuit tombée, changement d'ambiance. Oubliez l'atmosphère relaxante. Les bains se transforment en boîte de nuit à ciel ouvert. Des fêtes comme on n'en voit nulle part ailleurs et qu'on appelle des sparties, c'est-à-dire des fêtes dans un spa. Alors, tu te balades? C'est une super soirée, c'est ce qu'il y a de mieux à Budapest. J'adore Budapest, j'adore! La soirée va se prolonger jusqu'au petit matin, symbole du parfum de liberté qui aurait conquis la capitale hongroise. Sauf que depuis peu, des vents contraires soufflent sur la perle du Danube. Des mouvements identitaires et conservateurs qui prônent un retour à la Hongrie d'antan. Nouvelle destination incontournable d'Europe, Budapest est une ville aux deux visages qui cherche son identité. Marquée par son passé impérial, les guerres et 45 ans d'occupation soviétique, la ville a entamé une métamorphose spectaculaire. Grâce à son patrimoine architectural exceptionnel, hérité de l'Empire austro-hongrois, elle attire chaque année 4 millions de touristes. Mais beaucoup viennent aussi pour son côté déjanté. À Budapest, tous les excès sont permis. J'ai jamais vu un truc pareil. Fête mémorable, le plus grand festival musical d'Europe. Je pensais pas le faire, je l'ai fait mon gars, je l'ai fait! Et même des parcs d'attractions uniques, ambiance guerre froide. Je me sens comme un môme qui a les meilleurs jouets du monde. Ici, les touristes peuvent conduire des chars comme à la guerre. Sauf que derrière cette façade festive et insouciante, la ville est ébranlée par des mouvements réactionnaires. Le gouvernement, dirigé par Viktor Orban, a fait voter plusieurs lois qui nient les droits des homosexuels. Je ne pourrais même plus prendre la main de Tamara dans la rue. Des mouvements d'extrême droite sont même ouvertement homophobes. Je pense que l'homosexualité ne doit pas s'afficher dans la rue. Adeptes de la provocation, ils se sont même attaqués au géant mondial du soda, l'accusant de promouvoir la... D'après eux, la solution serait celle-ci, un retour aux valeurs traditionnelles de la Hongrie éternelle. Autre enjeu, celui de la noblesse hongroise. Contrainte à l'exil et spoliée par l'occupant soviétique, elle veut oublier le passé et tente désespérément de récupérer ses terres et ses biens.
Les communistes nous ont tout pris. Je trouve que de ne pas nous rendre ces châteaux, ce n'est pas correct de la part du gouvernement hongrois. Plongée inédite dans cette capitale d'Europe centrale, tiraillée entre son passé et la quête de sa nouvelle identité. C'est une surprise dont Lucie, une Française de 37 ans, se rappellera longtemps. Il est 9 h du matin. En limousine, Mehdi vient la chercher, elle et ses amis, à l'aéroport de Budapest. Ce Français installé en Hongrie en a fait son business. Il est spécialisé dans les enterrements de vie de célibataires. Les 10 copines, originaires de Saint-Lô en Normandie, ont fait appel à lui pour enterrer la vie de jeune fille de Lucie. Cette conseillère bancaire de 37 ans doit se marier dans quelques semaines. Sans rien lui dire, ses amis lui ont organisé un programme assez déjanté. Vous n'êtes pas fatigué, j'espère? Ça va. Vous vous attendez à quoi? À faire la fête. J'espère, hein. Au programme, 3 jours de fête et des activités très insolites. Budapest est devenue la capitale européenne des enterrements de vie de célibataires. Plus de 15 agences spécialisées comme celle de Mehdi proposent leurs services pour réaliser les désirs les plus inattendus des futurs mariés. Tout ça pour seulement 300 € par personne. Billets d'avion, logement et activités compris. Nos conjoints sont allés à Budapest ensemble faire la fête au tout début de nos relations, il y a 7 ans. En gros, on a bien compris qu'ils s'étaient bien amusés. C'est la vengeance, en fait. C'est ça. J'ai toujours rêvé de mon enterrement de vie de jeune fille. Je pense que là, elles m'ont pas raté, quoi. On va jamais vous remercier. Direction le centre-ville. L'organisateur leur a réservé un appartement au dernier étage d'une résidence de grand standing. Bienvenue à Budapest. Vas-y, fais entre nous, tiens. C'est chez toi. Hein. 170 mètres carrés, avec 4 chambres et 2 salles de bain. Et les filles, on va faire des bains tout ensemble. Il y a un sauna? Ouais, il y a un sauna. Il y a un sauna au fond. Il y a un sauna. Le must, la terrasse, avec vue panoramique sur les toits de Budapest. Un luxe que Lucie et ses amis n'auraient jamais pu s'offrir en France. L'appartement ne coûte que 200 € par nuit, 20 € par personne. C'est 3 fois moins cher qu'à Paris. Après la limousine, là, l'appart... Eh, c'est Gossip Girl. Ça pourrait pas être mieux. Pour Lulu, pipi. Mais si les filles ont choisi Budapest, ce n'est pas seulement pour ses beaux appartements. Elles attendent avec impatience une attraction unique en son genre qui promet des sensations fortes. Pour ça, elles ont fait appel à Gabor. Quand cet ancien armurier de l'armée hongroise se rend à son bureau, les habitants de Budapest ont l'impression d'être revenus 50 ans en arrière, à l'époque communiste. Gabor circule toujours dans cette Jeep russe des années 50. C'est un véhicule très rare qui fait partie de l'histoire de l'Europe centrale. Cette voiture est parfaite pour faire la publicité de mon entreprise et de la période de l'histoire que je propose de faire revivre à mes clients, la guerre froide. Passionné d'histoire, il a créé un parc de loisirs dédié à la guerre froide. Installé sur l'ancien aéroport de la ville, il retrace l'histoire militaire du pays, des années 50 jusqu'aux années 90, quand la Hongrie vivait sous la tutelle de l'URSS. Gabor a réuni ici pas moins de 200 engins de l'armée hongroise. Bienvenue derrière le rideau de fer. Ici, c'est moi le dictateur. Des transporteurs de troupes D442, des tanks T55, des lance-roquettes, des hélicoptères ou encore des avions de chasse MiG-21. Un arsenal militaire hérité de l'occupation soviétique. L'armée rouge a occupé la Hongrie jusqu'en 1991.
30 ans plus tard, Ok messieurs, suivez-moi. ces engins qui ont fait trembler l'Europe font aujourd'hui la joie des jeunes touristes en quête de sensations fortes. Au programme, jouer à la guerre en chevauchant un char d'assaut ou s'envoler à bord d'un avion de combat. Ils sont une centaine à débarquer ici chaque jour, curieux de découvrir cet arsenal colossal avec lequel Gabor pourrait assiéger la ville. C'est une collection unique qui vaut une petite fortune. Il y en a pour quelques millions d'euros de matériel. Aujourd'hui, pour le même prix, vous pouvez vous acheter soit une Ferrari, soit un tank T-55 ou T-72. À vous de choisir. Ce tank vaudrait aujourd'hui 150 000 euros. Pour un avion de chasse, comptez le double. Mais Gabor et ses associés ont fait une affaire en les achetant 3 fois moins cher, il y a 30 ans, à la chute de l'URSS. Ça, c'est un système anti-aérien. Notre armée l'utilise encore. Et ça, c'est un véhicule blindé qui permettait de transporter des troupes. L'ancien militaire a investi à l'époque car il était persuadé que ces engins spectaculaires attireraient les curieux et qu'il pourrait gagner pas mal d'argent. Tarif de base pour accéder au parc et simplement admirer le matériel, 48 euros. Pour le clou du spectacle, la virée en char, il facture 30 euros les 15 minutes. Je me sens comme un môme qui a les meilleurs jouets du monde. Et il vaut mieux réserver, car c'est devenu l'attraction star des futurs mariés, qui arrivent de toute l'Europe, spécialement pour ce tour de manège militaire. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que les garçons qui ont envie de jouer à la guerre. Nous y retrouvons Lucie et ses copines. Ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de conduire des engins, donc voilà. Mehdi, l'organisateur du week-end, ne veut pas les décevoir. Alors il les a inscrites pour le tour spécial Grand Frisson. Ah, là, on est dans l'extrême, quoi. Conduite de char d'assaut, elles vont pouvoir expérimenter le T-55. C'est un char russe, fabrication russe, donc quelque chose d'extrême. Ça va être sympa. Voici l'engin, un mastodonte de 45 tonnes, ancien fleuron de l'armée russe, qui était encore en manœuvre il y a 30 ans. Tout comme son pilote, Georges, un ancien colonel. Ambiance virile. Mon surnom, c'est Georges Gros Calibre. J'étais le meilleur dans l'armée hongroise. Vous avez déjà été dans une zone de guerre? C'est top secret. Une autre question? Si je vous le disais, je devrais vous tuer. Les filles grimpent à bord de ce tank qui a été quelque peu aménagé et transformé en décapotable. La tourelle a été démontée pour que les touristes puissent profiter du spectacle et des sensations, comme dans un manège. Avant de démarrer, place aux traditions. Georges propose un toast à la palinka, une eau de vie typiquement hongroise. Et voilà. Le char a beau avoir été démilitarisé, il reste tout de même une arme de guerre extrêmement dangereuse. Mais ça n'empêche pas Georges, comme à chaque fois, de laisser les commandes aux touristes comme Lucie, qui n'a aucune expérience militaire. Pour tourner à droite, tire cette manette. Ouais, comme ça. Pour la gauche, tu pousses l'autre. Voilà, tu vas à gauche. C'est parfait. Et c'est parti. Vas-y, appuie sur l'embrayage, appuie. Va tout droit. C'est une super conductrice. Après cette mise en bouche, le colonel Georges reprend le volant pour leur montrer toutes les capacités de sa machine. Accrochez-vous, accrochez-vous! Des montagnes russes, made in Budapest. J'adore les montagnes russes. Si certains vestiges de l'armée rouge servent aujourd'hui à divertir les touristes, il n'en est pas de même pour les monuments à la gloire du communisme. Lénine, Staline,
Engels, toutes ces figures du communisme ont été reléguées dans un drôle de musée sur un terrain vague à la sortie de Budapest. Nous sommes au Memento Park, le parc de la mémoire. La chute du communisme entre 1985 et 1989 a été très soudaine. Aujourd'hui, un groupe de visiteurs hongrois est venu se replonger dans cette partie sombre de l'histoire de leur pays, occupée par les soviets entre 1947 et 1991. Regardez ce soldat de l'URSS, lourdement armé. Vous pouvez voir sa mitraillette et il brandit fermement le drapeau de l'Union soviétique. Observez aussi ses yeux, il contemple l'avenir très fièrement. En 1991, Budapest décida de réunir ici ses 41 monuments de l'ère soviétique, auparavant érigés dans tous les endroits stratégiques de la ville. Là, c'est le soldat hongrois de l'armée rouge. Cette statue était à droite de celle de Staline, sur l'une des places les plus importantes de Budapest. La Hongrie est le seul pays qui n'a pas détruit ces statues. On les a gardées pour se rappeler de tout ça et apprendre du passé. Ce lieu impressionnant et insolite attire aujourd'hui de nombreux nostalgiques du bloc de l'Est. Moi, je suis photoreporter. À l'époque, j'ai photographié ces statues quand elles étaient encore dans la ville. C'était pas une époque si difficile. Tous les HLM qu'on a aujourd'hui à Budapest ont été construits pendant le socialisme. Le prix d'un appartement à l'époque correspond à celui d'un mètre carré aujourd'hui. Je suis née en 1945 et j'ai toujours vu ces statues. Est-ce que je suis nostalgique? Non, je ne crois pas. Mais ce qu'il y avait de bien à l'époque, c'est la sécurité. Tout le monde avait un travail, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on vivait correctement. Mais à Budapest, une partie de la population tient plus que tout à oublier cette période de domination soviétique. C'est la noblesse hongroise. En 1947, les communistes leur ont confisqué tous leurs biens. La plupart a fui le pays laissant derrière eux leur château de famille. Et justement, aujourd'hui, au château de Fot, près de Budapest, on célèbre un événement. Drapeaux et habits traditionnels de l'Empire austro-hongrois, on fête les 90 ans du comte László Károly. Une des plus grandes familles de l'aristocratie hongroise. Après avoir fui le pays pendant 50 ans, il est revenu avec sa femme, au début des années 90, sur ses terres ancestrales. C'est l'église de la famille. Tout le village s'est rassemblé pour rendre hommage à cette famille qui a régné sur Budapest pendant 400 ans. Pendant le règne soviétique, le comte s'était exilé en Amérique du Sud, puis en Angleterre. Mais contrairement à d'autres pays comme la République tchèque, la Roumanie ou la Slovaquie, aujourd'hui, la loi hongroise ne permet pas la restitution des biens confisqués à leurs anciens propriétaires. Le comte László a vécu ici toute son enfance. Mais aujourd'hui, pour y vivre, il doit verser un loyer à l'État, plusieurs centaines d'euros chaque mois. Vous êtes content de vivre ici? Oui, très heureux. Parce que c'est ici que je suis né. Ce château appartient à la famille depuis 1820. Les Károly en avaient beaucoup. C'était la famille la plus riche de Hongrie. Mais ça ne nous appartient plus. Les communistes nous ont tout pris. Il n'y a pas eu de restitution. Et vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais au moins, on y habite. C'est déjà ça. Néanmoins, je trouve que de ne pas nous rendre ces châteaux, ce n'est pas correct de la part du gouvernement hongrois.
Quand on est revenu ici, il n'y avait plus rien. C'était complètement vide. Là, c'est l'arrière-grand-mère de Laszlo, Clarissa. Le château a été nationalisé en 1947 et a servi d'orphelinat pour des enfants hongrois. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est loué à un restaurant. Le comte et sa femme occupent le premier étage. Si vous voulez bien me suivre. Ici, c'est notre petite salle à manger. Venez, ici c'est la galerie. Pendant le communisme, ce devait être une sorte de hall. Les chambres des enfants étaient là-bas. J'ai essayé d'arranger les pièces pour que ce soit plus convivial. Ici, j'aime organiser des concerts et des événements culturels. Ah mon Dieu, qu'il fait chaud ici, je vais défaillir. Prenez une cerise, elles sont délicieuses. Elles viennent du château. Ah, bonjour. Comme eux, à la chute de l'URSS, environ 20% des aristocrates hongrois sont revenus sur leurs terres après un demi-siècle d'exil. Aujourd'hui, ils se retrouvent entre eux pour l'anniversaire du comte Károly. Aucun n'a pu récupérer son château, mais étonnamment, depuis quelques années, des familles ont droit à la restitution de leurs œuvres d'art. C'est cet homme, Sigmund Peroni, qui est chargé de cette mission. On ira au lac Balaton en août. Nous aussi, on y va en août. Parfait, vous viendrez chez nous. Merci, faisons comme ça. Sa famille a fui le communisme en Suède. Il y a 10 ans, Sigmund est revenu à Budapest. Ce proche du gouvernement a aidé les Károly à récupérer leurs œuvres d'art, saisies à l'époque par les soldats soviétiques. Alors ici, ces deux ici, toutes les choses là que vous voyez là, les deux là avec le miroir, et tout ça, on a redonné aux familles. Pour récupérer leurs biens, les Károly ont dû suivre une procédure. On a établi une commission de restitution en Hongrie. Si une famille est une preuve, je ne sais pas, une image ou un tableau, un livre, où on peut vraiment faire une preuve que c'était à eux, la commission a décidé de donner la légalité que ça va être retourné aux familles. Cette commission existe depuis 2013. Jusqu'à aujourd'hui, Sigmund a pu mettre la main sur seulement 5% des objets qui appartenaient aux Károly. Ça, c'est le salon vert. Et ici, on a redonné les deux là, les grandes, les deux là. Et celui-ci. Et ça, c'est vraiment dans la propriété de famille. On a vraiment eu des grandes familles aristocratiques qui étaient très riches avec beaucoup de choses. Et 80% de ça, ça s'est juste disparu et juste aujourd'hui, encore juste aujourd'hui, dans le territoire de Russie. Quelque part, on ne sait pas, ils sont où. Mais c'est chez qui? Chez des... On ne sait pas. Des soldats sont venus et ils ont collecté tout ce qui était, tous en Soviétique. La quasi-totalité de leurs œuvres sont sans doute encore aujourd'hui quelque part en Russie. Et il sera impossible pour cette famille de les récupérer. Marqué par les guerres et les différentes occupations, le visage de Budapest est sans cesse en mouvement. Selon les époques, les bâtiments changent de propriétaire et se réinventent. Tout se transforme. Comme ces piscines pour enfants, qui sont devenues les meilleures tables d'un bar branché. Symbole des bouleversements qu'a connus la ville, l'ancien quartier juif. Historiquement, c'était l'un des secteurs les plus pauvres de la ville. Un ghetto populaire
où vivaient 70 000 juifs. La plupart est déportée dès 1942. 20 000 seront fusillés et jetés dans le Danube. Les immeubles ont été entièrement bombardés. Pourtant, 70 ans plus tard, c'est bien ici que convergent tous les soirs la jeunesse hongroise et les touristes. Le quartier est devenu un temple de la fête. Salut! On est à Budapest, il fait super beau, j'adore cet endroit. C'est la première fois que je viens ici. Sur 2 km², il y a une concentration exceptionnelle de 800 bars et boîtes de nuit. Ces touristes français ont jeté leur dévolu sur l'un des plus grands établissements du quartier, une institution de la capitale hongroise. 2500 m² aux allures de squat, répartis sur 2 étages, avec 9 bars. Chaque soir, plus de 1000 fêtards viennent s'y lâcher jusqu'au bout de la nuit. Les prix sont imbattables. Il est à peu près à 6 € le cocktail. En France, dans un bar qui serait à peu près comme ça, ce serait 8-10 €. 8-10 €, ouais, largement. Alors ce qui est dingue comparé à la France, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. C'est des malades. Cet établissement a été le premier à lancer une mode décalée qu'on ne trouve qu'à Budapest, les ruines bars. Installé dans une usine désaffectée, il n'est décoré qu'avec de la récup. Lampes chirurgicales au plafond, graffiti au mur et baignoire en guise de divan. Ici, plus c'est extravagant, mieux c'est. À chaque fois que je viens ici, à chaque fois tu étais là, oh il y a tel truc, même ça, est-ce que tu avais vu qu'il y avait ce truc qui était suspendu? Quand il a ouvert, l'établissement était le premier du genre. Depuis, il a fait des émules dans le monde entier. Mais dans l'ancien quartier juif, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme des fêtards. À commencer par les riverains, qui vivent un calvaire à cause du tapage nocturne. Allez-y, entrez. Ne faites pas de bruit. Dans cet immeuble, l'ambiance n'est pas à la fête. Rita et ses 2 voisins en ont ras-le-bol. Ils ont monté un comité de riverains qui tente, avec ses petits moyens, de ramener le calme dans le quartier. Personne ne peut dire que crier dans une zone résidentielle au beau milieu de la nuit à 3 h du matin est normal. À cause de ça, notre vie a changé. On dort plus. Rita est professeure d'anglais. Elle vit avec son fils dans ce 80 m² acheté il y a 20 ans. À l'époque, tout était calme. Aujourd'hui, dès qu'elle ouvre ses doubles fenêtres, elle a l'impression d'être en boîte de nuit. J'avais 25 ans quand j'ai emménagé ici. À cette époque, c'était pas comme ça. Et il n'y a pas que le bruit qui dérange Rita. Quand elle sort de chez elle, la mère de famille doit slalomer entre les bouteilles d'alcool vides et les touristes ivres. Et toi, là, ne filme pas. Je suis sérieuse, là. Ah, regardez. En voilà un qui ne marche plus droit. Vous avez vu ça? Ça arrive tout le temps. L'alcool, c'est l'attraction phare de Budapest. L'alcool pas cher. C'est tous les soirs le même scénario. Un triste spectacle qui rend la vie de tous les riverains impossible. À quelques dizaines de mètres de sa porte d'entrée, une touriste française est en plein coma éthylique. Ses amis appellent à l'aide. C'est un peu chaud. Si vous avez une couverture sur lui, les gars. Vous devriez appeler une ambulance. Ce n'est pas à moi de le faire. Vous devez l'appeler. On a déjà appelé 2 fois les urgences. Et les urgences, c'est 50 minutes. Tous les soirs, c'est pareil. L'ambulance arrivera quelques minutes plus tard. Excédée par tous ces débordements, Rita mène un combat compliqué.
Elle veut faire fermer les bars de son quartier à minuit. Pour prouver que sa vie est devenue infernale, elle sort tous les soirs filmer ses dérapages, espérant ainsi convaincre les autorités que c'est allé trop loin. Mais son comportement dérange. Elle est régulièrement prise à partie par les gérants d'établissement. Vous avez la permission de filmer? De faire quoi? De filmer ce genre de scène devant mon propre immeuble? Vous pensez vraiment que je dois demander la permission? Les gars de la sécurité ne veulent jamais qu'on filme leur établissement. Les commerçants font tout pour protéger leur business très lucratif. Il faut dire que les touristes sont une manne. Ils rapportent des dizaines de millions d'euros par an. Cette concierge, voisine de Rita, a elle aussi son lot de problèmes à gérer. L'autre jour, à 5 h du matin, dans les couloirs, de jeunes Hollandais ont organisé un concours pour voir qui pouvait uriner dans mon bac à fleurs. Ce n'est qu'une question d'argent. Parce qu'ils ont plus d'argent, ils pensent qu'ils ont le droit de faire ici ce qu'ils veulent. Vous pouvez vous payer une prostituée, boire dans la rue, crier fort et détruire la vie des gens si vous avez l'argent. Ces 10 dernières années, 8000 riverains ont fini par quitter le quartier. Mais depuis notre tournage, Rita a enfin gagné son combat. Les bars du quartier devront fermer à minuit. De quoi, peut-être, faire revenir un peu de calme dans les ruelles du centre-ville. Quant aux touristes, ils peuvent toujours se consoler dans un lieu à l'écart où le bruit ne gêne personne. Voici l'événement incontournable qui fait vibrer Budapest tous les étés, le Sziget. Après 2 éditions annulées à cause du Covid, le plus grand festival d'Europe fera son grand retour l'année prochaine. Rock, pop, musique électronique, pendant une semaine, 600 concerts, des milliers de spectacles s'enchaînent sans interruption, 24 heures sur 24. Les têtes d'affiche comme Rihanna font venir 600 000 jeunes du monde entier. Pour la France, bonjour. Voici l'homme chargé d'acheminer les touristes, Andrache. Il affrète chaque été des dizaines de bus au départ de toutes les grandes villes de l'Hexagone. Ces jeunes arrivent de Nantes. Ils ont enduré 19 heures de route en car pour être là. Bienvenue. On veut en avoir pour notre argent. Avoir des beaux souvenirs, faire des rencontres, des copains. Le festival fonctionne en vase clos, comme les plus grands parcs d'attractions. Nourriture, camping, activités, tout est pris en charge. Créé en 1993, à la chute de l'URSS, le festival était à l'origine un rendez-vous pour les jeunes Hongrois qui avaient soif de liberté, après des années de guerre froide et de dictature. Aujourd'hui, l'esprit rebelle des pionniers a quasiment disparu. La moitié des clients vient de l'étranger et est plus intéressée par le côté déjanté que par la politique. Au début, le premier slogan, c'était « Il nous faut une semaine ensemble ». Nous, les étudiants. Donc c'était vraiment quelque chose qui était proposé pour les Hongrois, pour les universitaires. Après, c'est devenu une vraie machine de guerre après les années 2000. Johan, 34 ans, a été attiré par le prix attractif, 340 € la semaine, et l'ambiance, tout est permis. Il rêvait de musique et de faire du saut à l'élastique. Et ici, c'est possible. On doit avoir une belle vue de là-haut, c'est ça qui m'intéresse, c'est la vue d'en haut. Comptez 60 € pour 5 minutes d'adrénaline. Ok. Je suis pas du tout ça. Hein. Ok, oh là là. Pourquoi j'ai fait ça? Fuck. Oh putain, je vais pas le faire. Just wait, just give me 1 minute, please. 1, 2, 3, let's go. Un saut dans le vide de 60 mètres.
là, je l'ai fait. Côté expérience inédite, il y a encore mieux au Sziget. Le festival est réputé pour son côté libertaire, voire libertin. Ici, on peut se marier pour 5 minutes ou pour 1 semaine, le temps du festival. Les fausses cérémonies de mariage sont une spécialité locale. Un copain de Johan, Jimmy, le célibataire de la bande, vient apparemment de trouver l'âme sœur. Alors, sans transition, Veux-tu m'épouser? il lui passe la bague au doigt. Pour 50 €, les voilà mari et femme de festival grâce à ce faux contrat de mariage. Ouais, c'est presque vrai, hein. Presque. Nanana. Mais dans ce pays très conservateur, ce festival libéral dérange. Entre les fêtards et certains Hongrois, c'est le choc des cultures. Bonjour, tenez. Cet après-midi, à l'entrée du Sziget, des manifestants jouent les troubles fêtes. Ces jeunes font partie d'un groupe d'extrême droite bien connu en Hongrie. Son nom, Miazank, en français, notre patrie. À l'origine de leur colère, cette publicité Coca-Cola, le principal sponsor du festival. Placardée dans toute la ville, elle montre des couples homosexuels enlacés. Intolérable pour ces conservateurs qui n'hésitent pas à faire l'amalgame entre homosexualité et... Leur riposte, détourner le logo de la marque en insinuant que Coca pourrait bientôt faire la promotion de la... Nous manifestons contre la campagne de Coca-Cola qui cherche à populariser ces déviances. Nous distribuons aux passants des prospectus devant l'entrée du Sziget pour attirer l'attention sur les conséquences néfastes de cette campagne. En faisant ça, Coca-Cola n'est pas dans son rôle de marque. Nous condamnons cette campagne. Quelques jours plus tard, nous retrouvons ces militants lors d'un de leurs rassemblements. Ici, pas de stars internationales, mais plutôt du folklore local. Des manèges à l'ancienne, on y célèbre en famille une certaine idée de la Hongrie éternelle. Ça, c'est le drapeau des premiers rois de Hongrie. Au programme, des conférences sur des thèmes nationalistes et conspirationnistes. Nous savons que le gouvernement et l'opposition sont dirigés clandestinement par la même loge de francs-maçons. Et toute une propagande guerrière, comme ces jouets d'enfants ou ces livres à la gloire de l'ancien dictateur hongrois, allié d'Adolf Hitler en 39-45. Ce sont des livres patriotiques. Ici, on ne cache pas sa nostalgie d'une Hongrie impériale qui dominait l'Europe centrale. Et les dérapages sont nombreux. Ici, le responsable de la jeunesse du parti, tout sourire devant des saluts nazis. En France, ces gestes pourraient être condamnés pour incitation à la haine raciale. Sur cette vidéo, le leader du mouvement, Laszlo Toroczkai, fait la promotion d'armes d'autodéfense. Ces armes peuvent être achetées sans autorisation, pour défendre votre maison ou protéger vos biens. Et si vous préférez des moyens plus traditionnels, prenez cette belle pièce de musée. Autre cible, les Roms. Et là aussi, ils versent dans l'amalgame. Des chefs roms, des policiers et des chercheurs m'ont tous confirmé que l'on peut faire le lien entre le vol et la communauté rom. Si on ne parle pas de ça, franchement, je pense que c'est aussi un problème ethnique. Et quant aux chefs roms, au lieu de se remplir les poches, il ferait mieux de l'avouer et de s'occuper de ce problème dans leur propre communauté. Des propos condamnables, mais qui ici ne choquent personne. Et il enchaîne avec son autre préoccupation du moment. Ici, on veut pas de Coca-Cola. Le responsable de la branche jeunesse nous explique ce qui le dérange tant dans ces photos de couples homosexuels. Ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas, parce que ces affiches ont été vues par de nombreux enfants. Je pense que l'homosexualité ne doit pas s'afficher dans la rue. Coca-Cola ne doit pas se mêler de politique et retirer ces affiches.
Et nous pensons que c'est la première étape d'une pensée libérale qui s'immisce lentement dans la société. Et peut-être que la prochaine étape, ce sera l'acceptation de la... Le leader du mouvement est allé encore plus loin en appelant au boycott de la marque devant une usine de fabrication des fameuses bouteilles. Coca zéro. Zéro propagande homosexuelle. En France, ce type de propos tomberait sous le coup de la loi et serait condamné. Mais ici, ces revendications ont été entendues jusqu'au plus haut sommet de l'État. La justice hongroise a donné raison aux militants, condamnant Coca-Cola à retirer ses affiches et à verser 1 500 € d'amende. Mais ce n'était que la première étape d'une politique très controversée à l'égard de la communauté homosexuelle. Le mois dernier, le pays dirigé par Viktor Orban a adopté une loi qui interdit carrément toute représentation de l'homosexualité dans les livres, à la télé et au cinéma, sous prétexte de vouloir protéger les valeurs familiales. Moi, je défendais la liberté sous l'occupation soviétique. L'homosexualité était punie à l'époque. Et je me suis battu pour leurs droits. Donc en fait, je défends les droits des homosexuels. Cette loi n'est pas contre eux. Elle vise surtout à protéger les enfants et les familles. Le leader du pays a une conception bien à lui des droits des homosexuels. Il ne veut ni les voir, ni les entendre. Le mariage gay est interdit, tout comme le changement de sexe à l'état civil. La communauté LGBT, révoltée, a manifesté son opposition à plusieurs reprises devant le Parlement. Mais cela n'a rien changé aux convictions du gouvernement. Alors en Hongrie, de nombreux couples s'inquiètent de plus en plus pour leur avenir dans ce pays. Attention chérie, il y a de l'eau là-dedans. Merci. Je t'en prie mon amour. À l'image de Tamara et Elvira, transsexuelles, ces ouvrières d'une usine automobile se sont rencontrées il y a 6 ans. Oui, c'est le grand amour. Viens là chérie. Je dis toujours que j'ai remporté le jackpot au loto avec elle. Le couple rêve de vivre son histoire d'amour au grand jour. Mais les choses ne cessent de se compliquer. Seule Elvira a pu changer de sexe sur ses papiers d'identité. Juste à temps, car 1 an après, la loi a changé et Tamara n'a pas pu le faire. Regardez sur ma carte d'identité. J'ai un nom féminin, Elvira Margarita Angial. Et je suis enregistrée comme femme, comme le montre ce numéro ici. Sur la mienne, il y a une photo de femme, comme dans la vie. Mais c'est mon nom de naissance qui est malheureusement inscrit. Un prénom d'homme, Thomas. Ce qui rend ma vie un peu difficile. Dans leur malheur, elles ont quand même pu se marier, presque sur un malentendu. Car Elvira est devenue une femme, mais comme Tamara est toujours un homme aux yeux de l'administration, leur mariage est donc autorisé, contrairement aux unions entre personnes du même sexe. Nous sommes allés à la mairie pour demander si ça leur posait problème qu'on soit toutes les deux habillées en femmes. Ils ont accepté. Pourtant, dans notre banlieue, les gens sont assez traditionnels. On a invité nos amis et on a célébré notre mariage. Chez elle, ou dans les rues de Budapest, le couple tient à s'afficher librement. Comme ce soir, dans un des quartiers branchés de la capitale, où leur présence ne choque personne. Là, on se tient la main, devant tout le monde. Ça te dérange pas? J'ose le faire, c'est bien. Elvira et Tamara se battent pour se faire accepter, ne pas être jugées. On a voyagé un peu partout en Hongrie. Et on a eu très peu de réactions hostiles. Presque pas d'insultes. Mais le couple redoute que désormais, à cause de cette nouvelle loi promue par le gouvernement d'Orban, les choses ne changent. Avec cette loi, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. J'ai peur. Maintenant, quand je sortirai dans la rue et que je croiserai un enfant ou un adolescent, mon apparence pourrait être considérée comme dangereuse.
Et je risquerais d'être puni pour ça. Par exemple, je ne pourrais même plus prendre la main de Tamara dans la rue. Ça pourrait devenir trop risqué. Vous pensez que vous devriez quitter la Hongrie? Non. Il faut rester, montrer qu'on a le droit de vivre ici et continuer de se battre. Si tout le monde s'en va, qui va gagner le combat? Dans cette ville où les communautés s'affrontent de plus en plus, il y a un autre terrain qui cristallise les tensions, l'immobilier. Le centre-ville a longtemps été populaire, bon marché, mais aujourd'hui, il est convoité par des magnats de l'immobilier et des investisseurs étrangers attirés par la fiscalité très avantageuse. Mais leurs projets sont très controversés. Voici le dernier en date. 22 hectares de commerce et de logements haut de gamme encastrés entre des immeubles centenaires du centre-ville. Auparavant, le quartier ressemblait à ça. Mais la mairie l'a confié à un promoteur spécialisé dans la rénovation urbaine. Il y a construit 2400 appartements, la plupart vendus en un temps record sur plan. Ils font la fierté de Tibor, le PDG de l'entreprise de rénovation. Voici l'un de nos appartements standards d'environ 85 mètres carrés, sans compter la terrasse. Il y a 3 chambres et un salon. Sa valeur, selon la situation du marché, est d'environ 350 000 €. Nous l'avons déjà vendu il y a 2 ans et le client nous charge de le louer pour lui. Donc nous le meublons, le louons et le gérons pour nos investisseurs. Et dire que ce quartier était l'un des plus malfamés de Budapest. Aujourd'hui, le prix du mètre carré y frôle les 4 000 €, 30% plus cher que la moyenne de la ville. Mais ces appartements font le bonheur des familles aisées et des investisseurs. Sauf que pour en arriver là, il a fallu déloger des milliers d'habitants. Il y avait 1100 familles qui ont dû partir et il n'y a jamais eu de scandale à ce propos. Elles ont toutes accepté notre offre et ont toutes été heureuses de quitter ce quartier avec de l'argent en poche. Mais tout le monde n'a pas la même version de cette histoire. Ce matin, des riverains manifestent leur colère. Tout le monde a le droit à un logement! Ils sont les premières victimes des projets immobiliers. Expropriés, tous ces habitants n'ont pas les moyens de se reloger en ville car les prix ont explosé. La plupart d'entre eux est pourtant parfaitement insérés, comme Peter. À qui est la ville? À tout le monde. Que voulons-nous? Un logement. Pour quand? Maintenant. À 31 ans, ce père de famille travaille pour la ville de Budapest comme agent d'entretien. Il manifeste aujourd'hui car il vit sous la menace permanente d'une expulsion. Voilà 13 ans qu'il vit ici. Il est propriétaire dans cet ensemble d'immeubles délabrés, un bidonville en plein cœur de la capitale. Des logements sociaux qui appartiennent à la ville depuis 50 ans. Mais la mairie a cessé de les entretenir car elle ne souhaite qu'une chose, les vendre aux plus offrants. À l'extérieur, à cause des ordures qui jonchent le sol, on se croirait dans une décharge. Allez, viens ici. Peter ose à peine y promener son chien. Vous voyez, il y a des tessons de verre partout. Si un enfant jouait ici, il risquerait de se tuer. Ce matin, malgré sa vigilance, l'animal va en faire les frais. Bon sang, on a un problème. Il s'est coupé la patte. Allez, viens. La coupure est importante. Peter rentre retrouver sa femme pour soigner l'animal. On a de la bétadine? Tu me la donnes? Heureusement que ce n'est pas arrivé aux enfants. C'est pour ça qu'on les laisse pas descendre. Il y a des gens qui jettent n'importe quoi par la fenêtre ici, même des ordures. Il est propriétaire de ce minuscule appartement où il vit avec sa femme Bernadette et leurs 3 enfants. 25 mètres carrés au total, avec une petite cuisine, ce salon qui fait aussi office de chambre et une micro-salle de bain. C'est petit, mais Peter y est attaché.
c'est la seule chose qu'il possède. Aujourd'hui, la municipalité veut l'exproprier pour réhabiliter le quartier. Et elle lui a offert 16 000 € pour acheter son bien. Ça, c'est la lettre qu'ils m'ont envoyée. Ils nous disent qu'ils veulent acheter notre appartement. Mais le prix qu'ils nous proposent est une insulte. C'est inacceptable, parce qu'avec 16 000 €, on ne peut même pas acheter un garage. Alors un appartement, c'est pas la peine d'y penser. Il y a 13 ans, Peter a payé son appartement 7 000 €. D'après lui, vu les prix du marché, il en vaudrait aujourd'hui au minimum 37 000, 2 fois plus que ce que propose la mairie. Je ne veux pas de leur charité. Ils peuvent me mettre à la rue, je n'accepterai jamais cette injustice. Peter et ses voisins résistent et espèrent que les promoteurs immobiliers finiront par mettre le juste prix pour qu'il puisse reloger dignement sa famille. La ville entre dans la modernité à marche forcée. Une modernité qui reste relative, même si elle est devenue une capitale incontournable du tourisme. 30 ans après la chute du communisme, Budapest reste troublée par ses contradictions, encore à la recherche de sa nouvelle identité et de sa place au sein de l'Union européenne.